Donc peut-être un premier point sur d'abord l'actualité parlementaire du texte, puisque je crois que dès jeudi, il rentre en discussion à l'Assemblée nationale. Il rentre en discussion le jeudi au Sénat, en première lecture au Sénat, à 9h30 du matin. Je réponds à vos questions, hein. N'hésitez pas. Allez, on y va. Le projet de loi, il propose quoi aujourd'hui? Il dit quoi d'abord, dans un premier temps, pour la métropole marseillaise? Le projet de loi est très simple. D'abord, il a été saucissonné en 3. Monsieur le Premier ministre a reculé, parce qu'au départ, c'était 176 pages, et c'est aujourd'hui uniquement 3 métropoles qui sont créées, Paris, Lyon et Marseille. Je préfère dire Paris, Lyon, Marseille, mais c'est en fait métropole Île-de-France, etc., etc. Donc c'est uniquement 3 métropoles qui seraient créées en France par ce texte de loi, qui dit, très rapidement, hein, dans 3 articles différents, à Paris, on va créer un établissement public sur la base du volontariat et d'une fiscalité qui ne soit pas unique. À Lyon, c'est la communauté urbaine de Lyon qui est transformée en métropole, donc ça, c'est pas très compliqué. Et à Marseille, c'est un peu différent. Aix-Marseille-Provence, c'est un peu différent. C'est que c'est différent. C'est chez nous. C'est différent. C'est différent en quoi? C'est-à-dire, posez-moi des questions et j'y réponds. Allez, on va essayer de voir en quoi c'est différent. Cette volonté, par exemple, de ce qui arrive à Cuges, est-ce que c'est un peu symptomatique de l'état d'esprit du gouvernement face à cette construction métropolitaine sur les Bouches-du-Rhône? Votre question est très bonne. Elle est très bonne parce que si on regarde bien l'Île-de-France, il reste de très nombreuses communes qui ne sont pas en intercommunalité. C'est comme ça. On considère qu'il y a 25% de communes qui sont restées à Paris, en Île-de-France, qui ne sont pas dans une intercommunalité, dans un EPCI. Dans les Bouches-du-Rhône, il en reste 2 qui ne le sont pas. Les Bouches-du-Rhône sont les meilleurs élèves de France en termes d'intercommunalité, et Cuges montre que, quelle que soit continuité territoriale ou pas, quelles que soient les structures administratives imposées, Cuges est arrivé à s'intégrer, sans qu'il y ait continuité, dans un ensemble qui est cohérent. Mais c'est aussi toutes les Bouches-du-Rhône qui sont construites comme cela. Il y a 9 EPCI qui fonctionnent parfaitement depuis 10 ans maintenant. Donc ça les gêne un peu, les Parisiens, parce qu'eux, ils ne savent pas faire ça à 100%. Nous, on est à 99%. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, ce qui est en train de se mettre en place à Paris, donc un espèce de grand syndicat mixte, c'est un peu la proposition qui avait été faite ici, Exactement. que portaient les 109 maires, opposés au projet de métropole, et qu'on nous refuse. Donc Exactement. Paris, c'est 33 milliards et un syndicat mixte. Marseille, c'est 50 millions et une intégration forcée. Déjà, lorsque vous parlez de Paris, vous parlez en milliards. Déjà. Et quand vous parlez des Bouches-du-Rhône, vous parlez en millions. Déjà, comme ça, les choses sont claires. À la télé, on vous annonce 30 milliards pour Paris, et on vous annonce peut-être 30 millions pour les Bouches-du-Rhône. Déjà, on se place comme ça. Ensuite, par exemple, cette loi est extrêmement injuste dans son découpage. Et elle dit, par exemple, à Paris, on créera une métropole au 1er janvier 2016, et à Marseille, c'est 1er janvier 2015. On dira, par exemple, chez vous, ce sera fiscalité unique, un établissement public à fiscalité unique. À Paris, ce sera fiscalité non unique. On est comme ça à Marseille, dans une loi d'exception. Mais si vous regardez bien l'histoire de ce pays, si vous regardez bien, on a toujours été dans cette affaire exceptionnelle. Et là, de la même façon, on nous force. On nous a mis, après un préfet de région, après un préfet de ville, après un préfet de département, après un préfet de police, on nous a créé un préfet de métropole. Mais il n'y a pas de préfet de métropole à Paris. Ici, c'est comme au temps de Napoléon. On vous met un préfet d'exception, qui est un préfet de métropole. Donc c'est comme ça, c'est un style de gestion française. On estime qu'ici, il faut des exceptions. Donc on a créé une loi d'exception. Est-ce que je suis clair là? J'ai l'impression que, enfin, je sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander, mais j'ai l'impression que oui. Cette bataille contre ce projet, on l'entend contre le projet porté par Maryse Lebranchu, où on en est aujourd'hui? On avait l'automne dernier un grand moment de rassemblement à la Joliette sur un projet alternatif qui portait un projet de volontariat de 8 des 9 EPCI concernés par les Bouches-du-Rhône. Où on en est aujourd'hui? Bon, ça s'appelait l'époque, ça s'appelait autrement.
pour ceux qui ont un peu suivi. Le nom importe peu, je crois, mais cette volonté de travailler ensemble, elle a avancé comme ça? Je vais quand même rester un petit moment sur le nom, quelques secondes. C'est vrai que établissement public, syndicat mixte, tout ça, c'est des noms un peu rébarbatifs. Et c'est vrai que c'est plus attrayant en métropole. Les technocrates, les grands de ce monde ont dans ce mot-là trouvé la panacée. C'est un mot qui sonne très bien, il faut le reconnaître. Ça sonne en tout cas mieux que syndicat mixte ou établissement public. Métropole, c'est attrayant. Mais malheureusement, lorsqu'on commence à gratter, on se rend compte que ça sonne creux, ça sonne faux, parce que ce n'est pas une réalité imposée. Et c'est un vieux discours. Certains d'entre vous doivent se souvenir, en 1965, on commençait à parler de cela. On nous a toujours opposés à Barcelone, à Gênes, dans un arc méditerranéen. C'est toujours dans ce style-là. C'est à chaque fois le vilain petit canard, quoi, en plus. Hein. Exactement. Mais sans parler d'Aubagne, parce que Daniel est beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Si vous regardez bien, on a le premier port de France. Sur les 10 000 hectares, il y en a 9 000 qui sont inexploités. Aujourd'hui, inexploités. Mais c'est des terrains exceptionnels pour la création d'activités. Je vous parle du grand port maritime pour qu'on se rende bien compte. À Fos, quoi. Hein. Qu'on se rende bien compte. Hein. Mais si vous regardez bien, il n'y a qu'une route départementale qui dessert ce premier port de France. Donc on est dans une situation où c'est l'État qui a abandonné. C'est l'État qui a abandonné cette région. Mais pas d'aujourd'hui. C'est l'État depuis 30 ans qui a abandonné Marseille et sa région. Donc on s'est toujours trouvé dans cette situation où on a mis sur la responsabilité sur les élus locaux, mais en fait, on se rend bien compte que, par exemple, pour ce grand port maritime, c'est l'État qui décide. Il y a 2 élus, le maire de Marseille, qui fait ce qu'il peut, et le maire de Fos, qui fait tout ce qu'il peut aussi. Alors, une des questions aussi qui apparaît, c'est, vous l'avez dit, c'est des questions qui paraissent un peu complexes, qui paraissent un peu technocratiques. Comment on intéresse les habitants de ces territoires à ces questions-là pour faire entendre leur voix, pour faire entendre un peu comme ce soir la mobilisation contre ces projets qui peuvent paraître néfastes pour nos villes et villages? Là, vous touchez le vrai problème. Tout est fait dans les débats comme celui-ci pour essayer de ne pas intéresser la population. Tout est fait pour cela. On va essayer de parler en termes compliqués, on va essayer de présenter les choses de façon la plus complexe possible en disant que c'est de l'administratif, c'est trop compliqué, le peuple circulait, il n'y a rien à voir. Donc nous, on est dans la situation, les élus, on est dans la situation où on se retrouve très souvent, dans une incapacité à pouvoir transmettre le gouffre dans lequel on nous entraîne. Parce que ce n'est pas médiatique. Parler du mariage pour tous, c'est médiatique. Vous parlez de métropole, c'est beaucoup plus médiatique qu'un établissement public, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ce qu'il faut, c'est ce que vous faites ce soir. C'est ce que vos élus ont fait ce soir. C'est-à-dire mobiliser la population, bien leur dire qu'une métropole, lorsqu'on décode les choses, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La proximité qui s'étiole, les transports qui vont être métropolisés, bon, etc. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Mais en fait, le plus difficile, c'est de pouvoir nous appuyer sur cette force populaire qui va dire « Maintenant, je vais prendre en main. Je vais prendre en main cette affaire. On ne va plus me raconter des mots compliqués. Sur mon quotidien, voilà ce qu'une métropole va me contraindre. Voilà ce que ça va faire. » Et à ce moment-là, vous avez de la part de la population, et moi je remercie vos élus qui sont en force pour arriver à cela, nous avons de la part de la population un retour immédiat. Et la preuve, votre référendum qui ont été organisés au pays d'Aubagne et de l'Étoile. Un référendum où c'est sans appel. Le problème, c'est que, quel que soit le gouvernement, M. le maire de Traite vous l'a dit, quel que soit le gouvernement, et c'est ça le vrai danger, du temps de M. Guichard en 1965, on a créé les métropoles, on l'a mis un peu au congélateur pendant quelques années, puis ils ont ressorti ça à la fin lorsque M. Defer est décédé, qui avait fait les lois de décentralisation, où, à ce moment-là, les communes pouvaient exprimer en toute liberté leur capacité à créer, et c'est vrai que les réformes de M. Defer sur les décentralisations étaient une vraie décentralisation, et puis après, petit à petit, la haute
technocratie d'État ou de Bruxelles, peu importe, est revenue. Et ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Claude Ferraud, le maire de Trèves, c'est ça. C'est-à-dire que sous M. Sarkozy, on a ressorti du congélateur la métropole. Et là, ce gouvernement et certains membres qui s'y étaient violemment opposés le 16 décembre 2010 et qui n'avaient pas voté, se retrouvent maintenant comme si c'était les promoteurs de cette loi. Ça, c'est du côté de Marseille, parce que vous avez... Je cite jamais son nom, mais je dis volontiers tambour, fifre, enfin grosse caisse, ce que vous voulez. Mais ces gens-là qui étaient à l'époque totalement opposés à cette réforme territoriale et à cette métropole, en deviennent aujourd'hui les promoteurs parce qu'ils sont candidats à la ville. Donc ça masque la réalité des choses. Et la réalité, c'est ce que vous dites. C'est les transports que vous avez créés, c'est la capacité de CUJ à bosser avec les élus d'ici, c'est la capacité de chaque territoire à avoir une union dans la diversité. Et ça, ils ne veulent pas. Et est-ce que ce serait... Excusez si je suis un peu long, hein, mais posez-moi des questions. Hein. Est-ce que ce serait une solution quand même pour Marseille? Est-ce que ce projet de métropole, on connaît tous la situation de Marseille aujourd'hui, les difficultés économiques, les difficultés liées à la sécurité, le fonctionnement de la ville, est-ce que cette métropole, ça va améliorer la situation de Marseille ou selon vous, on garde les mêmes et on continue? Je ne sais pas si je peux tout dire. Peut-être pas tout, mais un peu. Un gros morceau, oui. Je vais dire un peu. Le Premier ministre est arrivé en juillet dernier. Et il y a 2-3 candidats à la ville, toujours les mêmes, hein, les tambours, là, qui lui ont murmuré la ville est en insécurité, la ville est en difficulté financière. Moi, je connais la solution, métropole. Le Premier ministre n'a pas de fric. Hein. Il est dans une situation où il n'y a pas de fric. Donc, pendant 30 ans, ils ont laissé tomber Marseille. Là, maintenant, il ne peut encore pas trop les aider. Donc, il s'est dit, c'est peut-être pas idiot, cette histoire-là. À côté, ils ont économisé un peu, ils se sont pris les entreprises, ils se sont pris les problèmes, ils ont essayé d'y arriver, ils se sont serrés la ceinture. Eh ben, on va essayer de leur faire leur poche. C'est aussi simple que ça. Donc, en termes de fric, ça se traduit par quelque chose de très simple. La ville et la communauté urbaine ne sont plus en capacité d'emprunter. On est à plus de 3 milliards de dettes. Donc si vous comptez vite, parce que je sais que vous comptez vite, ça vous fait quand même un bébé qui naît avec 3 300 € de dettes sur la tête. Ça y fait ça, le bébé marseillais qui naît, ou de la communauté urbaine pour d'autres. Donc on est dans cette situation où on ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. On ne pourra jamais. On pourra prendre 4 sous par-ci, 4 sous par-là, mais on n'arrivera jamais à combler de tels déficits. C'est abyssal. Donc on est dans une situation où on ne peut donner qu'une capacité d'emprunt. Et ça, ce n'est pas la solution. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on ment aux Marseillais. On leur ment. Le problème, c'est qu'on va aux élections dans 10 mois. Donc il faut bien trouver des solutions. Mais on ment aux Marseillais aujourd'hui. Donc c'est à nous, c'est à vous. Quand on rencontrait un Marseillais qui paie ses impôts, dites-lui, mais on vous ment. C'est pas la métropole qu'il a besoin, le jeune des quartiers du 16e arrondissement à Marseille. C'est pouvoir se déplacer jusqu'au centre-ville. C'est ça qu'il a besoin, le jeune. Il n'a pas besoin qu'on lui parle de métropole. Dans très peu de temps après les élections, moins d'1 an après, on va se rendre compte qu'on leur a menti. Parce qu'on n'a pas les moyens dans les communes voisines de régler ce problème-là. C'est à l'État à le régler. Ce n'est pas aux communes voisines. Alors, pour vous, la solution passe vraiment par la création de ces coopérations intercommunales renforcées sur des grands sujets à l'échelle du département des Bouches-du-Rhône? Ah, je crois que vous connaissez votre dossier. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement opposé. Magali, elle n'est pas opposée. Elle n'est pas opposée. Elle ne dit pas je veux rien de ce projet. Non. Dans ce projet, ils nous ont un peu pompé. Ils nous ont un peu piqué nos idées qu'on a établies ensemble. Et pourquoi pas ne pas imaginer, c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Une bonne idée appartient à personne, il paraît. On a imaginé un réseau de transport métropolitain, c'est une possibilité, en conservant la gratuité ici, bien entendu. On peut très bien y arriver, ça a été signé pour. On peut très bien imaginer un développement économique sur Marseille et sa région. On a signé tout ça. L'enseignement supérieur, on peut très bien le métropoliser, s'ils veulent ce nom, on leur donne, hein, on peut leur donner. Mais l'enseignement supérieur, la recherche, évidemment, la pollution de l'air, l'eau, il y a autant. On est aujourd'hui dans une situation où l'État veut
en plus qu'ils veulent nous piquer du fric, ça ne leur sert à rien, mais ils veulent le piquer, en plus de ça, ils veulent en plus prendre des compétences que nous avons. Comment peut-on imaginer qu'un permis de construire à Aubagne se décide à Marseille? C'est fou, un truc pareil. Mais non, on est dans cette situation. Un plan d'occupation, enfin un PLU à Cuges, il faut qu'il soit décidé à Marseille. Un PLU à Mimé, il faut qu'il soit décidé à Marseille. Non, c'est pas pensable. Hein. C'est pas pensable. Le paysage de chaque commune doit être décidé par la population lorsqu'ils votent un conseil municipal. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que ce projet de loi veut tout régenter. C'est-à-dire, monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est une recentralisation des choses. Monsieur Defer avait fait une décentralisation. Petit à petit, on recentralise. C'est normal. Reconnaissons quand même qu'ici, nous sommes assez créatifs. On est entre nous, on peut se le dire. On n'est quand même pas mauvais. Les choses, on sait les faire. Et ça ne peut pas leur aller. Ça ne peut pas leur aller. Ce n'est pas normal qu'on arrive à décrocher des entreprises qui s'installent chez nous. Ce n'est pas normal. Il imagine mal, mais pourtant, il faudra qu'ils s'y fassent. Ils s'y feront un jour, peut-être, Magali. Dernière question. Là. Je vois que Daniel est content là, quand on dit ça. Dernière question. La mobilisation continue. Quelles sont les prochaines étapes et comment se battre jusqu'au bout pour que cette loi d'abord ne soit pas votée et si elle est votée, qu'elle soit considérablement transformée? Je crois que le secret, ce n'est pas le premier combat qu'on livre à Aubagne, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas non plus le premier. Ça, c'est le combat de la moquette et des lambris de la République, ce qu'on fait en ce moment. Mais si c'est que ça ne suffit pas. Il faut aussi le combat de la rue, le combat de la population, le combat du peuple. Ça, c'est pas qu'une question d'élus, quoi. Ah non, pas du tout. Si on imagine un seul instant que les élus vont arriver tout seuls, c'est tout faux. Il faut qu'ils y arrivent avec leurs électeurs. Ça, c'est évident. Le problème, c'est que nous sommes dans des lectures parlementaires, avec la complexité que ça sous-entend. Donc on est dans une situation où, pour le moment, nous sommes à la première lecture, mais il va y en avoir 4 de lecture. Il y a d'abord le Sénat, du 30 mai au 7 juin. C'est un débat démocratique au Sénat. Mais là, déjà, pour parler un peu politique, je sais que ce n'est pas le lieu, mais il faut parler politique un peu. Le débat parlementaire, ça se fait avec des groupes. Le groupe communiste a dit « on n'en veut pas ». Donc ils voteront, le groupe communiste des sénateurs diront « non ». Le groupe socialiste, c'est plus compliqué. Avec les fameux tambours, là, ils ne savent pas trop où ils vont. Non, mais moi, je ne doute pas que M. Gaudin, un jour, dise que cette loi va trop vite, va trop fort et va trop loin. Peut-être qu'il va le dire un jour. Donc ça va marcher. Au niveau du groupe droite, UMP, etc., ils sont un peu gênés, mais je pense qu'il y a une majorité qui va quand même dire la réalité des choses. Enfin, en tout cas, j'espère. Au niveau des Verts, n'en parlons pas, c'est une complicité terrible, mais ils se sont abstenus. Voilà où on en est. Voilà où on en est. On en est à la première lecture déjà. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. On s'en rend compte même au Sénat. Mais il y a des groupes qui ont dit leurs choses, qui ont dit leur position. Ensuite, ça va partir à l'Assemblée. Ah, c'est un peu plus compliqué, les députés, c'est un peu compliqué. Ça va revenir, puisque c'est la navette, ça va revenir au Sénat, et puis ça va retourner à l'Assemblée. Donc on peut se dire que la mobilisation que je vois là, qui est forte, mais on va devoir la garder au moins jusqu'en novembre. Et on a jusqu'en novembre pour montrer au président de la République, au Premier ministre, qu'on est loin de s'être arrêté. On va encore nous entendre. En tout cas, vous pouvez compter sur l'Union des maires. On est 109 quand même. 109 sur 119, ça ne s'est jamais vu. C'est historique. C'est historique. Je crois qu'il y a un premier rendez-vous le 30 mai à Paris, c'est ça? 30 mai à Paris, c'est la première lecture du Sénat. Et il y a une délégation qui monte pour se faire entendre. Délégation Lyon des maires, Aubagne, Martigues, il y a de multiples collègues, mais il n'y a pas que nous qui sommes contre cette métropole. Les Parisiens, vous savez, ils ne sont pas pour. Hein. Simplement, on ne le dit pas. Ça va faire beaucoup de contre à l'arrivée, c'est ça? Moi, je pense que j'aimerais pas être à la place des hauts techniciens. Je commencerai un peu à avoir peur quand même. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de... Je ne sais pas, mais il me semble. Enfin, en tout cas, j'ai bon espoir. Jean Scristiani, un grand merci.